So, good afternoon, ladies and gentlemen. Thank Bonjour, you mesdames for et joining. messieurs, et merci de nous avoir rejoints à ce webinaire. Nous accorderons 1 à 2 minutes aux autres afin de nous rejoindre. Okay, we will now start our webinar session. You are all Nous allons welcome, à ladies and présenter, gentlemen, to à présent this commencer notre session session. two Je vous of our souhaite à tous la IHR bienvenue webinar. à I'd cette like to deuxième note that this is section a joint de nos webinaires. Je voudrais webinar que vous between the AFRO sachiez que and que c'est une séance EMRO, conjointe Instrument. entre l'OMS Afro et l'EMRO, des bureaux régionaux de l'OMS, prenant en compte tous les 54 pays du continent africain. Je voudrais remercier le bureau EMRO pour cette collaboration et nous sommes très heureux de vous avoir tous ici. Certains nous rejoignent encore et je pense qu'ils nous attraperont en chemin lors du discours d'ouverture. Nous avons débuté ces séances il y a de cela 3 semaines et nous avons eu un bref aperçu de, des RSI ainsi que de leur évaluation ainsi que de quelques amendements. J'ai eu quelques retours ainsi que des questions de nombreux des participants. Certains ont indiqué qu'ils voudraient en, en connaître davantage sur l'amendement des RSI 2005. Et donc, dû à cette requête, nous avons décidé de vous fournir plus de détails sur le contrôle RSI ainsi que les cadres d'évaluation. Et ce, afin d'aider les participants à apprécier les différents amendements abordés dans cette session. Nous voulions donc vous souhaiter la bienvenue à sans perdre plus de temps. Nous allons passer au code de conduite afin que
Nous soyons tous informés du modus operandi de cette séance. À vous. Bonjour, bon après-midi, chers collègues. Merci de nous avoir rejoints. Je suis Amara, je suis un officier du bureau de l'OMS et je vais simplement vous mentionner quelques codes de conduite de l'OMS. Tel que vous le savez, l'OMS est guidée par les normes de éthique et professionnelle les plus élevées et tous les participants sont censés se comporter avec intégrité et respect envers tous. Nous avons le service d'interprétation disponible en anglais et en français. Chers collègues, est-ce que vous pouvez revenir sur la précédente diapositive, s'il vous plaît? Dès que je disais, nous avons l'interprétation disponible en anglais et en français. Donc, vous pouvez le voir sur votre écran, sur l'icône globe. Vous pouvez y accéder et choisir votre langage de préférence. Utilisez également la case questions-réponses pour les questions concernant les sujets de présentation d'aujourd'hui. Vous pouvez également utiliser le chat pour les présentations générales et les questions d'ordre informatique logistique. Vous pouvez mentionner votre nom, prénom ainsi que le pays d'où vous nous suivez. Et si vous avez des problèmes avec l'interprétation, vous pouvez euh, le mentionner. Notre centre de contrôle est là, est disposé pour vous aider. Je voudrais également encourager les collègues à saisir l'opportunité pour poser des questions. Et si vous en sentez le besoin, n'hésitez pas à utiliser l'action lever la main et le modérateur vous invitera à parler. Prochaine diapositive. En participant à cette réunion, que ce soit en tant que participant ou panéliste, nous considérons que votre présence comme une autorisation d'enregistrer votre contribution et de partager les enregistrements à des fins d'apprentissage continu. Les documents de la session, y compris les enregistrements, seront partagés après le webinaire. Prochaine diapo. Nous avons recueilli des instructions, des participations, des questions, et toutes ces données-là sont tenues par l'OMS et sont confidentielles. Nous, nous les utilisons probablement pour la communication, mais cela sera à évaluer encore plus tard. Prochaine diapo. Alors, les objectifs ici, c'est de fournir aux autorités nationales, y compris les points focaux nationaux du RSI, les bureaux de pays de l'OMS et nos autres parties prenantes, un aperçu du RSI 2005. Plus encore, nous vous tiendrons informés euh, des, des fonctions du point focal national et du cadre opérationnel. Alors, nous sommes à la fin de l'agenda. Je vais passer la parole à Dr. Myriam pour introduire notre panel. Nous aurons juste quelques présentations et ensuite, une période de temps sera accordée à la session questions-réponses. Ensuite, nous aurons une présentation sur le contrôle RSI ainsi que le cadre d'évaluation. Et après, nous aurons un aperçu des points focaux nationaux des RSI. À vous, Dr. Myriam. Merci, cher collègue. Merci infiniment, Emrachi. Alors, je vais m'introduire très rapidement. Je suis Dr. Myriam, la modératrice de cette réunion. Je suis également euh, chef d'équipe du bureau de l'OMS en Nairobi. Nous avons l'honneur d'avoir des invités spéciaux de, de notre panel aujourd'hui. Nous avons Dr. Amgan qui est présent et il se joindra à moi pour donner le discours d'ouverture. Ensuite, nous avons un de nos panélistes, Dr. Ambrose Talisma, qui est conseiller santé au bureau de liaison de l'OMS à l'Union africaine. Il a également été un point focal national
et il apporte avec lui son lot d'expérience. Nous avons également Dr Mohamed, qui est officier technique dans le RSI ainsi que la préparation sanitaire. Il apporte également avec lui son lot d'expérience à partager avec nous. Et tel que je l'ai dit plus tôt, Dr Ambrose partagera avec nous sa présentation ainsi que ses connaissances sur les points focaux nationaux, les fonctionnalités ainsi que le cadre de préparation, y compris son expérience. Ensuite, nous aurons une session de questions-réponses. N'hésitez pas à saisir cette opportunité pour poser autant de questions que possible. Nous allons à présent poursuivre avec le discours d'ouverture. Alors, docteur de Chamberlain n'a pas été en mesure de nous rejoindre ce matin. Peut-être qu'il se joindra à nous plus tard au cours de la séance. Il m'a demandé de faire sa présentation à sa place en fonction de ses précédentes prises de parole au cours de ces séances. Et donc, je vous souhaite la bienvenue à tous à ce webinaire. Je remercie l'EMRO pour sa collaboration, ainsi que toutes les autorités, les parties prenantes, Dr. qui ne cessent de nous joindre dans cette initiative. Alors, le RSI est crucial à notre travail. Il est question ici d'établir comment est-ce que nous pouvons prévenir les risques sanitaires qui ont le potentiel de traverser les frontières et affecter la sécurité sanitaire internationale. Cela nous procure des outils cruciaux pour la santé internationale et surtout lorsqu'il s'agit de la prévention de d'autres épidémies, des radiations chimiques, entre autres. Et il faut noter que ceux-là sont euh, juridiquement contraignants. Il est très important pour nous de comprendre pourquoi nous sommes ici aujourd'hui afin de prendre conscience de ce qui est attendu de nous. Alors, ce qui est utilisé aujourd'hui, c'est le RSI 2005 et c'est le document auquel nous allons nous référer tout au long de cette séance. Nous avons eu la COVID-19 qui a également mis à mal la mise en œuvre de nos projets et qui a exposé, euh, je dirais, qui nous a présenté des opportunités de changement. Et c'est ce qui a conduit à l'amendement du RSI 2004. Nous allons aborder ce point dans les sessions à venir. Je nous encourage donc tous à faire attention et à poser des questions afin de nous assurer que nous soyons tous sur la même longueur d'onde, afin que nous avancions ensemble dans la mise en œuvre du RSI 2005. Je vous souhaite à tous de fructueuses délibérations. Ceci étant dit, je passe à présent la parole à mon collègue de l'Impôt, Dr Amdallah, pour également prononcer son discours d'ouverture. À vous, docteur. Merci infiniment, docteur Myriam, et merci, chers collègues de l'Afro, pour m'avoir invité à ce webinaire. Chers collègues, chers participants, tel que vous le savez, et tel qu'il a été déjà souligné, nous devons mettre l'emphase sur les préparations sanitaires pour faire face aux situations d'urgence. Cependant, durant la pandémie de COVID-19,
Et plus récemment encore, nos mesures sanitaires ont été mises à mal. Et il a été mentionné justement l'importance de RSI justement pour préparer à ces cas d'urgence. Et au cours de la période de COVID-19, un bon nombre d'amendements ont été euh, mis en place et soulignés. Et une chaîne de webinaires sera dédiée aux différents amendements des RSI. Nous sommes tous des bénéficiaires de l'RSI et je nous souhaite à tous un bon déroulé de la séance. Je voudrais également vous remercier tous pour votre participation. Et s'il vous plaît, veuillez participer activement. N'hésitez pas à poser des questions. Merci encore à vous. Merci, docteur Abga. À présent, chers collègues, nous allons passer à la partie technique. Nous passons la parole à docteur Ambrose afin de faire sa première présentation, un aperçu des RSI 2005. Ensuite, nous aurons docteur Ambrose qui prendra la parole pour le discours de fin de cette présentation. Docteur Ambrose, à vous la parole. Merci, docteur Myriam, pour l'organisation de cette série de webinaires, ainsi que pour l'introduction. Alors, je vais prendre les prochaines minutes simplement pour parler de l'aperçu du règlement sanitaire international, et RSI, et le programme de suivi et d'évaluation du RSI. Et ensuite, mon collègue Dembo abordera la partie contrôle et cadre d'évaluation. Ensuite, nous aurons une session questions-réponses. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, je vais faire une petite mise en contexte ici et définir ce qu'est les RSI et ensuite explique l'aperçu de, des RSI 2025 avant d'aborder ensuite le contrôle et le cadre des RSI. Nous aborderons également les points de préparation et de résilience. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, dans notre contexte actuel, nous sommes dans un monde interconnecté et donc la sécurité internationale est importante. Vous pouvez vous déplacer d'un continent à l'autre, ce n'est qu'une question d'heure. Et cela a été démontré durant la période COVID-19 ainsi que durant la période d'Ebola en 2000, SRS en 2003. Nous avons vu cette situation également avec la polio, la Zika, qui ont sensibilisé le monde entier à l'importance de la sécurité sanitaire mondiale et la nécessité d'une préparation et d'une réponse aux situations d'urgence. Pouvez-vous retourner à la diapositive précédente, s'il vous plaît? Oui, là. Et nous assurer que la sécurité sanitaire mondiale est une priorité pour tous. Et nous savons tous que lorsque le monde est collectivement en danger, la défense devient une responsabilité partagée pour toutes les nations. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et donc, qu'est-ce que la sécurité sanitaire mondiale? Alors, c'est vraiment les activités requises de manière proactive et réactive pour minimiser la vulnérabilité à toute urgence de santé publique qui met
mettrait en danger la santé collective des populations au-delà des régions géographiques et frontières internationales. Cependant, la sécurité sanitaire devient une préoccupation générale en matière de sécurité et de développement lorsqu'elle menace la capacité d'une nation à fonctionner et protéger le bien-être de ses citoyens. Et la COVID-19 a mis cela en évidence, la nécessité d'adopter une approche holistique de la santé, à la fois sur le point des contrôles d'urgence sanitaire, mais également le traitement des causes et des déterminants en amont. Prochaine diapo. Alors, voici ici l'histoire et l'évolution des RSI. En 1951, l'Assemblée internationale a adopté ce qu'on appelle les, les règlements sanitaires internationaux. Et ensuite, en 1969, nous avons adopté les règlements internationaux sanitaires. Et ensuite, nous avons, qui ont été modifiés en 1973, ensuite en 1981. Et ensuite, nous avons eu les RSI 2005 qui ont été modifiés en 2014, 2022 et 2024. Et donc, ce n'est absolument de nouveaux amendements. C'est une fausse narrative. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Voici ce qui a été dit jusque-là. Mais juste pour établir un peu le contexte, en 1951, règlement international. En 1969, les règles ont été adoptées par l'AMS, couvrant 6 maladies, le choléra, la peste, la fièvre et d'autres maladies qui n'ont pas été éradiquées encore. Ensuite, suivant l'amendement en 1973, puis à nouveau en 1981, c'était l'époque où nous aurions notifié les uns et les autres pour les maladies. Ensuite, nous avons eu la maladie, la fièvre jaune, la peste. En 1995, compte tenu de l'augmentation des voyages et des échanges internationaux, et la propagation des maladies, l'AMS a appelé une révision substantielle des RSI. Cependant, cela ne s'est pas produit jusqu'à ce que nous ayons obtenu le SRS en 2003 qui a catalysé la formation du groupe de travail et révisé le RSI tel que nous le connaissons aujourd'hui. Alors, le RSI 2005 euh, a étendu la portée des maladies des événements sanitaires pour prendre en compte tous les risques de santé publique d'origine biologique, chimique, radiologique ou nucléaire qui pourraient affecter la santé humaine. Voici C'est donc une un présentation aperçu générale. ici. C'est donc la solution. Nous avions 10 parties. La première partie traitait des définitions parce que nous devons parler du même langage. Quand on nous parle des conventions correctement. La deuxième partie porte sur les informations et la réponse publique. Cela porte des questions telles que sur la surveillance, la notification, les questions sur les consultations, les rapports, la vérification, ainsi que les dispositions relatives aux différentes informations. Donc, nous avons là les questions de réponse publique, les questions de réponse aux urgences, les engagements
Et bien sûr, cela comprend donc déjà les réponses aux pandémies. La partie 3 porte sur les recommandations. Il s'agit là des recommandations sur la détermination, qui sont des recommandations temporaires. Nous avons également les recommandations statutaires. Et la troisième partie porte sur les points d'entrée, à savoir les compétences fondamentales qui sont nécessaires. Donc, nous avons les dispositions générales pour les questions qui combinent certaines questions. Nous avons des dispositions spéciales pour les voyageurs, les voyages. Ensuite, nous avons les documents sanitaires qui ont également été modifiés. Il faudrait tenir compte de cela. Pour ce qui est du reste, il s'agit justement des dispositions générales. Le titre 9 porte sur la liste d'experts du RSI, le comité d'urgence, euh, qui permet au DG de déterminer les différents consentements. Et nous avons également le comité d'examen au titre 9. Nous avons donc ensuite, au titre 10, c'est les dispositions finales et les annexes. Prochaine diapo. Alors, c'est donc là le résumé. Au courant de la prochaine session, nous présenterons ces modifications dans le détail. Les amendements les derniers amendements étaient au nombre de 7. Cela comprenait les articles existants qui ont été modifiés, 27. Nous avons de nouvelles définitions à l'article 1. Le 6.1 existait également au niveau de l'annexe, cela a été modifié. Il s'agit là des annexes qui sont primordiaux pour les membres. Nous avons inséré 3 nouveaux articles. Mais pour ce qui est des éléments clés que nous aborderons au courant du prochain webinaire, sont les questions qui portent sur la création d'une autorité nationale RSI. Cela est prévu à l'article 1 et l'article 4 également. Nous avons également la détermination et la définition endémique. C'est très important de le définition. Il faudra en avoir une qui répond à. Et il faudrait que l'on puisse s'accorder. Nous avons également des questions qui portent sur l'engagement à la solidarité et à l'équité, le renforcement à l'accès aux produits sanitaires essentiels. Et donc, il s'agit là des questions que nous devons insérer dans le but d'établir la mise en œuvre du RSI. Nous avons également la coordination du mécanisme financier. Par ailleurs, nous avons les documents sanitaires et vous pouvez le voir au courant de nos prochains webinaires. Prochaine diapo, je vous en prie. Alors, voici le règlement sanitaire international tel que nous le connaissons. Il s'agit d'un cadre sanitaire qui permet de prévenir des cas d'urgence, de nous préparer, de nous protéger contre des maladies et de fournir une réponse publique à toutes les menaces sanitaires. Et comme on l'a dit dès le début avec Myriam, c'est un instrument juridiquement contraignant. C'est un instrument qui a été convenu par un ensemble d'États parties, notamment les États membres de l'OMS, dont le RSC utilise le mot État partie, car aucun État membre ne peut le faire sans que l'État ne le fasse. Donc, c'est très important. C'est la raison pour laquelle nous utilisons le terme État partie et non État membre. C'est très important. Donc, on a donc accordé le RSI. Cet État membre, par exemple, n'est pas membre de l'OMS, mais État partie au règlement sanitaire international. Par exemple, le Vatican n'est pas État membre de l'OMS, mais c'est un État partie à cet instrument juridique. C'est très important de faire cette différence. C'est la raison pour laquelle nous préférons le terme État partie au lieu d'État membre, d'où cette différence. Donc, certains États membres ont déjà adopté et approuvé l'instrument. Merci. Prochaine diapo, je vous en prie. Qu'en est-il du champ? On a déjà présenté cela. En réalité, c'est l'engagement des États partis à prévenir de concert, à protéger
et à fournir une réponse sanitaire publique de manière à répondre aux différentes menaces et et d'éviter des interférences et des menaces sur le trafic international. On exige également que les États parties établissent et maintiennent des capacités fondamentales pour prévenir, se préparer, réagir, détecter et répondre aux risques sanitaires publics et aux urgences sanitaires. Cela comprend donc la préparation, l'urgence, la réponse d'urgence. Cela concerne justement l'annexe 1 et 2. Pour ce qui est de la pertinence du RSI, les pays devraient mettre en place des mécanismes pertinents pour assurer la sécurité sanitaire. On verra bien lorsque nous parlerons de ces questions euh, dans les prochaines diapos. Merci. Prochaine diapo, je vous en prie. Alors, permettez-moi de parler des principes. La mise en œuvre du RSI devrait se faire dans le respect de la dignité, des libertés des personnes. Cela a été ajouté, et cela dans le but de promouvoir l'équité et la solidarité. Alors, que ce soit des mesures qui portent sur les points d'entrée, il faudrait toujours tenir compte de la dignité de la personne. Les procédures devraient tenir compte de la dignité des personnes. Merci. Prochaine diapo, je vous en prie. Alors, nous avons là l'échéancier par rapport à l'adoption du RSI. Nous voyons en 2007 une évaluation primaire. Nous avons en 2012, nous avons eu les capacités fondamentales. En 2014, nous avons eu la crise d'Ebola en Afrique de l'Ouest et cela a permis une revue, une analyse du cadre de suivi. On va le revoir tout à l'heure parce qu'en justement, nous devons présenter les amendements de 2024. Et lorsqu'ils entreront en vigueur en septembre de cette année, il faudrait également que l'on soit conscient de ces différentes modifications. Prochaine diapo, je vous en prie. Prochaine diapo, je vous en prie. Alors, permettez-moi de mettre l'accent sur l'article 4 qui porte sur les autorités responsables. En réalité, c'est un aspect crucial dans l'amendement qui a été effectué. En réalité, nous avons les points focaux nationaux RSI par pays, par État partie. Donc, le point focal national est la personne désignée, est le centre désigné national par chaque État partie qui devrait être accessible à tout moment pour des communications avec le point de contact RSI de l'OMS, selon les réglementations en vigueur, bien sûr. Donc, c'est un centre national. Parfois, on a une mauvaise compréhension du point focal. Il ne s'agit pas d'une personne, mais en réalité, nous avons le centre. Nous avons certes ces personnes qui doivent faire la vérification des rapports, des notifications. Un seul individu ne peut assumer cette tâche. C'est donc la raison pour laquelle, lorsque nous élaborions ce document, on a pensé à un centre et non à une personne. Alors, nous avons forcément un centre désigné avec un personnel qui y travaille. Il ne s'agit pas d'une personne, il s'agit d'un centre. Je le précise encore. Il s'agit là des questions que nous aborderons pendant cette session afin de mieux en parler. Prochaine diapo, je vous en prie. À l'heure actuelle, euh, les points focaux nationaux RSI disposent de quatre fonctions principales. La première porte sur la communication, la notification des urgences sanitaires potentielles. Aucun individu n'est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous avons des voyages, des temps de repos. C'est la raison pour laquelle il faudrait établir tout un système pour pouvoir mettre les informations disponibles. Et c'est très important. Et ce centre devrait être resté accessible à tout moment. Disséminer les informations pertinentes sur les secteurs nationaux. Considérer également
Alors, nous avons, je pense qu'il son micro est éteint. Nous ne recevons plus l'orateur. Ambrose, pouvez-vous rallumer votre micro? Oui, nous vous suivons maintenant. Toutes mes excuses, il y a eu un souci technique. Alors, nous avons le cadre opérationnel RSI présenté à l'écran. L'article 12 demande que l'on puisse mettre en place un système de réponse, notamment au niveau des points d'entrée. Cela est également prévu à l'annexe 1. Cela devrait permettre de détecter, d'évaluer et de communiquer sur ces menaces. Donc, le point focal devrait également communiquer dans le but de partager les informations, de consolider les acquis. Au sein de l'OMS, nous disposons du point de contact RSI. Et donc, si l'information devrait permettre de déterminer une préoccupation relative à l'article 12, alors le directeur général de l'organisation devrait réunir et convoquer le comité d'urgence qui devrait donc siéger et décider en fait de l'urgence, de sa qualité. Et une fois que l'urgence est déclarée, alors le DG fournit des recommandations temporaires, des recommandations statutaires. Les États membres devraient donc les mettre en application dans le but d'apporter une réponse ou d'intervenir. C'est dans la structure actuelle que nous avons. Toutes mes excuses, j'ai des soucis de connexion Internet. J'espère que je pourrai continuer la présentation. Alors, quels sont les cas qui devraient être notifiés dans le cadre de l'annexe 2 du RSI? Pour ce qui est de la détermination de la notification, disons qu'il s'agit de la notification, simplement, il ne s'agit pas de la détermination même de l'urgence ou de la maladie. Il existe quatre conditions essentielles pour notifier. Nous voyons à l'écran sur ce box. Nous avons parlé de la variole qui a été éradiquée. Et nous avons d'autres ressources au niveau du CDC et en Russie, car nous voulons le préciser. Nous pourrons on pourra faire d'autres utilisations, notamment pour la variole. C'est la raison pour laquelle nous gardons des échantillons dans le but de pouvoir continuer à produire des vaccins. C'est vrai, le débat est toujours en cours par rapport à ce vaccin. Nous avons la polio, qui est par exemple due au type sauvage. Bien sûr, nous avons toujours le vaccin. Avec la modification de l'annexe 1, nous avons modifié cela et on parle juste du vaccin de la polio. Nous avons également la fièvre humaine causée par de nouveaux sous-types. Ah, et nous avons également le syndrome respiratoire aigu sévère. Comme vous pouvez le voir dans ce box, nous voyons les impacts au plan public. Est-ce que ce cas est urgent? Est-ce qu'il existe un risque d'extension? Est-ce qu'il existe un risque de propagation au niveau national? Il s'agit là des différentes questions que l'on devrait se poser dans le but de déterminer, de qualifier en fait les différents cas. Donc, dans ce cas, il faudrait toujours notifier cela au point de contact de l'OMS. On ne va pas forcément déclarer le cas comme une question de santé publique internationale, mais il est tout de même primordial de toujours communiquer sur la question afin de permettre une meilleure qualification. Cela permet de déterminer l'ampleur et d'apporter une réponse adéquate. Permettez-moi de parler de l'article 43. En réalité, nous avons des mesures additionnelles dans le cadre du RSI. Lorsque nous parlons de réponse, nous avons des mesures temporaires et des mesures statutaires. D'après l'article 43, les États membres pourraient également intégrer d'autres mesures, mais cela ne devrait pas excéder ce qui est prévu par la réglementation internationale. On l'a vu en 2018, par exemple, lorsque l'Afrique du Sud a commencé à rejeter de la viande
Lorsque nous on a commencé à acheter de la viande qui venait de l'Afrique du Sud, pardon, cela a également été le cas avec les restrictions sur les déplacements avec la crise Ebola. Cela a forcément un impact sur la logistique et d'autres questions. Cela a également été vrai avec la nouvelle variante de COVID-19 qui a été identifiée au Botswana, en Afrique du Sud. Des mesures ont été prises. Donc, l'article 3 devrait traiter de tels scénarios et si les mesures ne sont pas justifiées, le DG de l'OMS pourrait étendre cela comme une priorité nationale et l'on pourrait donc voir ce qui devrait être fait. Le seul défi ici, avec le RSI actuel, porte sur le mécanisme de mise en œuvre. En fait, parfois, les dispositions pour la conformité sont un peu limitées et nous espérons que cela pourrait être résolu avec les différents amendements. Et bien sûr, les différents amendements de l'article 43 portent également sur l'initiation de la consultation et nous verrons également ces aspects-là. Je pense que c'est la dernière diapo. Je vais donc passer la parole à mon collègue du bureau régional de l'Afrique, de bureau régional pour la suite. Merci infiniment, Ambrose, pour cette présentation qui était claire et précise. Docteur Mohamed, je vais donc vous passer la parole pour présenter le cadre de suivi et évaluation du RSI. Chers collègues, n'hésitez pas à poser vos questions dans la fenêtre de questions-réponses. Je vois déjà une question à l'endroit de Ambrose pourrait y répondre. Et nous aurons ensuite quelques minutes pour discuter de ces différents points. Nous espérons que vous pourrez apporter des réponses. Mohamed, vous avez la parole. Merci infiniment, docteur Myriam. Merci, docteur Ambrose, pour cette présentation très complète et précise. Permettez-moi de continuer. Je vais parler du cadre de suivi et évaluation du RSI. Il existe quatre composantes dans le cadre de suivi et évaluation du RSI. Nous avons d'une part les composantes quantitatives et d'autre part les outils. Ces composantes quantitatives permettent d'évaluer les capacités à travers des évaluations, à travers des discussions, à travers des visites sur site également. Nous les qualifions de quantitatifs parce qu'elles permettent d'évaluer les capacités de manière chiffrée et cela permet également d'avoir des indicateurs. Ces outils euh, sont également intégrés dans le rapport annuel RSI qui est fourni par chaque État partie. Nous avons les deux autres outils qualitatifs qui permettent d'assurer le- la mise en œuvre. Et on pourrait voir qu'il s'agit d'un cas qui a déjà été euh, répertorié, ou alors si nous voulons simuler un Ou exercice, bien nous voulons ou simuler bien un créer exercice, mettre en une autre place un situation qui événement en permettra vue de tester les capacités d'évaluer selon les nos simulations. capacités. C'est ce que nous appelons des exercices de simulation. Considérez donc le premier outil selon l'article 54. Le directeur général et les parties prenantes doivent soumettre un rapport chaque année en ce qui concerne la mise en œuvre de cette disposition. Donc, ces rapports sont présentés chaque année au niveau de l'Assemblée et c'est la seule obligation parmi les différents systèmes d'évaluation. C'est un système d'évaluation annuel qui est fait principalement par les partenaires externes. Ce que nous appelons SPA, c'est mis en place par l'OMS qui a commencé en 2010 pour pouvoir atteindre ces exigences. Cet outil est basé principalement sur un système d'indicateurs et cela couvre plus de 15 domaines techniques. C'est une méthode de l'OMS qui est mise en place dans les différents pays
Nous prenons en compte également les rapports électroniques. Ici, nous allons juste faire mention des capacités principales dont nous recevons les rapports chaque année. Le premier, ce sont les outils légaux, politiques. Deuxièmement, il faut mettre en place la coordination. Troisièmement, le financement, les laboratoires, la surveillance, les ressources humaines et la gestion des cas de santé urgents. Nous avons aussi les dispositions pour les services de santé, le contrôle, la prévention des infections, la gestion des risques, la sécurité alimentaire, également les événements de radiation. C'est juste un point qui a été déjà mentionné par le docteur Ambrose précédemment. Selon le point focal de 2005 qui était responsable pour pouvoir remplir ces différents critères au niveau du rapport. Maintenant, avec les amendements de 2024, nous avons mis en place l'autorité responsable de l'IHR. Nous avons également un outil d'évaluation conjoint externe qui prend en compte la résolution de l'OMS déclarée depuis mai 2015. C'est un système d'auto-évaluation qui doit se suivre d'un examen volontaire externe. Et cela doit prendre en compte des experts à l'interne et des experts à l'externe pour éviter tout préjugé et éviter tout problème. Les seuls outils obligatoires, c'est ce que nous avons mentionné au préalable. Et c'est un processus qui cherche à évaluer les capacités de mise en œuvre de HR et c'est une obligation provenant des États membres qui couvre 19 domaines techniques. Donc, le pays doit donc fournir ce rapport dans ces domaines techniques. L'OMS recommande souvent que nous puissions renouveler cette méthode chaque 5 années. Cette méthode prend en compte deux niveaux. Premièrement, c'est l'évaluation au niveau national du pays. Et le deuxième niveau, le niveau le plus important, c'est l'évaluation externe qui est fait par des experts venant de l'extérieur et le rapport final est souvent mis à disposition. Alors, il y a donc 12 piliers fondamentaux. Premièrement, nous avons dit que c'est volontaire provenant des États membres. Deuxièmement, c'est une évaluation multisectorielle et c'est très important à noter. Nous ne sommes pas là pour accuser qui que ce soit. Tout le monde a besoin de savoir les domaines qu'il doit couvrir. Alors, c'est également une évaluation de collègues basée sur la transparence. Et à cause des caractéristiques inhérentes de ces outils, nous travaillons sur ces outils par pays. Les résultats clés doivent être des priorités d'action qui seront conduites dans des domaines techniques avec des recommandations. C'est aussi un processus très collaboratif. À ce niveau, nous voulons évaluer les compétences et avec cet outil, nous avons un soutien mondial. Cette méthode prend en compte également une visibilité très importante avec la mobilisation de certaines ressources. Si nous travaillons sur les différentes propositions et ce processus fait également partie d'un ensemble général pour améliorer la sécurité sanitaire. Alors, nous allons donc considérer les aspects techniques. Ces aspects techniques sont scindés en quatre groupes. Le premier groupe, c'est le groupe de prévention. Et dans ce groupe de prévention, il y a huit domaines techniques. Il y a le domaine
légal, le domaine financier, le domaine de coordination, le domaine de la résistance antimicrobienne, le domaine de la sécurité alimentaire, l'immunité, ainsi de suite. Le deuxième groupe, c'est le groupe de détection. À ce niveau, nous avons trois domaines techniques, le système laboratoire national, la surveillance et les ressources humaines. Le troisième groupe, qui est le groupe de réponse, il y a cinq aspects techniques: la gestion des systèmes d'urgence santé, la question de santé publique, la question des services de santé, la question de contrôle et de prévention des infections, également l'engagement au sein de la communauté. Le dernier groupe, qui est un groupe technique, prend en compte les points d'entrée, les aspects chimiques et la radiation des urgences. Si nous prenons donc le dernier point, ce sont les exercices de simulation. Et les exercices de simulation sont souvent les outils de qualité que nous utilisons. C'est volontaire et c'est basé sur la qualité. Le but est d'évaluer la fonctionnalité. Alors, comme nous l'avons dit, c'est l'évaluation d'un événement qui n'est pas vraiment réel. Nous simulons cet événement pour pouvoir évaluer la fonctionnalité de nos différentes modalités. Et il nous permet aussi de tester la capacité de nos systèmes d'urgence, nos mécanismes pour faire face à des systèmes d'urgence sanitaire. Et ici, à ce niveau, il y a deux types d'exercices de simulation: des exercices juste sur la base des discussions et des exercices sur la base des opérations pratiques. Exemple de discussion, ça peut être un exercice qui a été conduit et sur la base d'une situation d'urgence sanitaire. C'est souvent de manière informelle et avec moins de stress. Il y a aussi les exercices fonctionnels, des exercices à grande échelle. Nous pouvons également prendre cet exemple pour pouvoir bien coordonner et faire ces activités. Ce sont des modules que nous utilisons pour tester des situations en prenant en compte ces mécanismes. Alors que l'exercice fonctionnel, c'est un exercice interactif qui teste la capacité d'une organisation à faire face à un événement simulé. Donc, voici donc les types d'exercices de simulation. Il y a trois objectifs pour lesquels nous faisons ces exercices de simulation. Premièrement, c'est pour la validation. Valider les plans, les politiques, les procédures et également les fonctionnalités du système. Deuxièmement, c'est pour la formation, pour améliorer les compétences du personnel et leur permettre de bien accomplir leurs tâches. Troisièmement, c'est un système de test pour évaluer les plans et les procédures normales. Alors, si nous parlons de l'examen après l'action, c'est également un examen de qualité, un examen de simulation pour évaluer la fonctionnalité d'un événement qui se déroule déjà. Cela nous permet de faire face à des situations d'urgence pour identifier les meilleures pratiques, les fossés à combler. Alors, nous devons donc nous poser trois questions principales. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a existé avant la réponse? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est bien déroulé? Qu'est-ce qui ne s'est pas bien déroulé? Donc, c'est en but d'avoir une réponse adéquate. Comme nous l'avons dit, c'est un événement réel. Alors, si nous passons à l'examen après l'action, nous pouvons examiner cela sur une période de 3 mois après, en vue de garder une bonne mémoire de ce qui s'est passé. Et cela peut prendre en compte les maladies infectieuses, les produits chimiques, les dangers radiologiques, les problèmes de sécurité alimentaire et autres. Nous avons des principes mis en place. Ces principes sont participatifs. Ce sont des principes où vous êtes honnête, vous partagez vos points de vue. Il y a un partage et un apprentissage mutuel, l'analyse des systèmes et des processus également.
une compilation des meilleures pratiques. Donc, il y a quatre types de modèles. Le premier type, c'est le débrief. Le débrief, c'est la discussion qui s'ensuit après une simulation. Souvent, ça ne prend pas plus de la moitié d'une journée, ça prend juste quelques heures parce que ça se déroule dans un petit groupe qui discute de l'événement. Le deuxième type, ce sont des groupes de travail. Après l'examen de l'action, il faut mettre en place un groupe interactif qui définit les méthodologies et c'est une session plénière qui est ouverte à toute personne et ce groupe contient souvent 6 à 12 personnes et ils travaillent peut-être 2 jours, 3 jours sur un événement qui s'est déroulé. Le troisième type, c'est l'interview clé. Ici, il y a un examen beaucoup plus poussé, beaucoup plus avancé. Donc, nous examinons de plus près tout ce qui s'est passé, les rapports des médias, les rapports des réseaux sociaux, ce qui a été dit, et nous nous focalisons sur les personnes clés, peut-être certains qui n'ont pas pu prendre part au programme parce qu'ils ont voyagé, parce qu'ils n'ont pas pu être présents physiquement. Donc, avec cette interview, des éléments clés, nous sommes capables de déterminer beaucoup d'informations. Et le dernier type, c'est la méthode mixte après l'examen de l'action. Je crois que je n'ai plus le contrôle. Je crois que c'est un mélange des trois différentes méthodes, dépendamment de la situation en elle-même. Alors, lors de la COVID-19, nous avons pris en compte cette révision intra-action. Nous ne savons pas quand est-ce que cette méthode va produire ses résultats. Donc, peut-être l'examen peut prendre des mois, des années. Donc, nous choisissons une période spécifique au cours de laquelle nous faisons un examen qui est toujours dans la même lancée. C'est pourquoi c'est aussi un examen qualitatif que nous faisons pour trouver des réponses à une urgence qui est toujours d'actualité. Nous pouvons noter que toutes ces composantes ainsi que les autres outils, les outils stratégiques pour l'évaluation des risques sont suivis de recommandations et des résultats pour mettre en place un plan d'action national en ce qui concerne la sécurité sanitaire. Donc, cela permet d'accélérer la mise en œuvre des programmes et sur la base des efforts du gouvernement. Je pense que c'était ma dernière diapositive. Merci beaucoup. J'aimerais aussi remercier l'équipe ici, la responsable de l'équipe, Dr. Amro, Dr. Champat, pour le travail abattu. Alors, je vous redonne la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mohamed. Très bientôt, nous allons prendre les questions. Vous pouvez lever la main si vous avez des questions. Ambrose, vous avez la parole. Merci beaucoup, Mohamed. Suite à la pandémie de COVID-19, l'OMS a mis en place un cadre. Est-ce que vous pouvez aller à la diapositive précédente, s'il vous plaît? Allez à la diapositive précédente, s'il vous plaît.
je devais parcourir cela, mais j'ai vu dans le chat. Alors, la mise en œuvre de cette méthodologie a besoin d'une collaboration multisectorielle parce un seul secteur ne peut pas tout faire. Nous avons besoin de travailler en collaboration. Alors, nous avons toujours mis l'accent sur ces points. Donc, ce n'est pas juste la question d'une seule personne. Nous avons besoin de la résilience des systèmes de santé. Nous devons être capables de fournir des services de santé lorsque tout va bien et lorsqu'il y a aussi des problèmes. Donc, nous avons besoin de mettre en place un système de sécurité sanitaire. La préparation et les différentes méthodologies nous aident à renforcer notre capacité. Donc, il faut mettre en place ces cadres réglementaires. Avec le Covid, nous avons appris que nous devons travailler avec les différents secteurs de transport pour déterminer les points d'entrée. Par exemple, sur le point sécuritaire, nous avons besoin de considérer cela dans des zones de conflit, dans des zones où il y a des problèmes humanitaires. Nous devons aussi prendre cela en compte parce que la plupart des maladies font éruption dans les zones où il y a des problèmes humanitaires. Donc, comment est-ce que nous pouvons prendre en compte notre plan de réponse humanitaire dans l'environnement? Il y a les humains et les animaux qui cohabitent. Et je pense que cela peut avoir des répercussions. Alors, où est-ce que vous situez cette autorité compétente qui doit mettre en œuvre toutes ces pratiques? Alors, pour conclure, nous devons institutionnaliser cela avec les autres secteurs. Alors, si nous voyons si ça marche, dernière diapositive, s'il vous plaît. Dernière diapositive. J'aimerais donc conclure sur cette note. Malgré les engagements des pays à évaluer leurs capacités, nous avons vu cela plus tôt. Nous avons vu Ebola en Afrique de l'Ouest. Nous avons vu la maladie à coronavirus qui ont laissé des fractures. Donc, sans cette capacité, les épidémies, les pandémies et d'autres problèmes de santé auront toujours de sérieuses conséquences. Donc, nous devons donc renforcer la capacité de nos systèmes sanitaires. Nous avons perdu beaucoup de personnes à cause des problèmes d'urgence sanitaire. Et ce ne sont pas juste des statistiques, ce sont des vraies vies humaines. Alors, l'IHR ne va pas ôter la souveraineté des États membres. Nous n'avons pas ôté la souveraineté de vos États membres. Alors, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui a permis à ce que nous faisons ce que nous faisons actuellement et mettre en place une réglementation sanitaire internationale. Notre directeur général est un leader qui a été élu. Nous sommes le secrétariat et nous devons mettre en œuvre. Donc, merci beaucoup, Ambrose. Chers collègues, nous aurons quelques minutes pour les questions-réponses. Je peux voir quelques mains levées. Donc, nous prendrons quelques minutes pour les questions-réponses. N'hésitez pas à lever les mains et poser vos différentes questions. Cependant, nous pouvons avoir quelques questions que nous pourrons répondre
publiquement. Peut-être vous souhaitez avoir quelques éclaircissements par rapport à ce que vous avez euh, entendu des différentes présentations. Merci beaucoup pour la question. Merci, docteur Myriam, et merci à mon collègue, docteur Ambrose. Donc, c'est pour cette raison que vous ne pouvez pas vous attarder uniquement sur un groupe de travail. À titre d'exemple, si nous avons 90% des personnes qui ont répondu favorablement à un événement, il y a encore une marge. Donc, nous faisons une méthode de travail particulière pour ce groupe-là. Et ensuite, un autre groupe de travail ou de personnes qui ont quitté le pays, qui sont allées à l'étranger. Nous aurons une session de travail avec celle-ci et pour à ce niveau, nous pouvons utiliser la méthode mix. Donc, nos résultats en général prennent en compte le, la méthode de travail utilisée pour le premier groupe et également les différentes interventions que nous avons eues en ligne. Et c'est cette méthode que nous appelons la méthode mix pour l'analyse. Merci beaucoup. Ambrose, nous avons quelques questions en rapport avec le point focal national. Est-ce qu'il s'agit de quelque chose de multisectoriel? Est-ce qu'il s'agit des personnes? Est-ce que vous souhaitez répondre dès à présent pendant la prochaine présentation? Pour ce qui est du point focal national, je répondrai pendant la prochaine session. Mais ce qui est inhabituel est notamment le fait que je peux produire ici quelques détails. Un événement non usuel est quelque chose qui se produit de façon subite. Donc, à ce niveau, ça peut être quelque chose qui se produit régulièrement. On peut avoir des scénarios où des choses nous surprennent quelque peu et quelque chose de non espéré est quelque chose qui euh, peut-être a déjà été éradiqué, comme la variole par exemple, ou encore nous pouvons avoir affaire à une nouvelle variante. Donc, c'est là quelques définitions, mais nous pouvons, euh, lorsque nous rentrons à l'annexe 2, il y a des questions supplémentaires qui permettent que vous ayez des réponses à ces questions. Donc, n'hésitez pas à vous rendre à l'annexe 2 pour en savoir davantage sur ces différents événements. Vous pouvez avoir quelques exemples, par exemple, à titre de référence plutôt. Donc, je répondrai la question sur le point focal au cours de ma prochaine présentation. Il y avait également une question euh, dans la boîte de dialogue et je la lis parce que je pense qu'elle sera bénéfique pour tout le monde. C'est une question en rapport avec le RSI qui a été amendé. Docteur Méry, peut-être que vous souhaiterez faire un commentaire par rapport à ceci pour que l'équipe tout entière puisse apprécier. Docteur Méry, est-ce que Docteur Méry est toujours avec nous? En attendant que Docteur Méry réagisse, j'aimerais le RSI 2005 a été complété, mais euh, il reste toujours un document qui a été amendé, comme nous le savons. Et dans ce document, on parle de l'équité, de la solidarité et des mesures pour contrer les différentes situations qui peuvent se produire et répondre ainsi à l'épidémie ou la pandémie qui se présente. Merci. Nous avons également parlé des pathogènes, des transferts de technologies. Donc, assurez-vous que pendant les moments de pandémie, il y ait cette équité, cette solidarité et le respect de la norme afin que
tout le monde puisse avoir accès aux produits, aux soins de santé. Donc, si vous essayez de cliquer sur les liens, vous aurez les références nécessaires qui vous conduiront RSI qui a été amendé. Donc, je n'aperçois plus de mains qui ont été levées. Nous avons encore 2 minutes pour 2 minutes, pardon, pour une autre question. N'hésitez pas à interagir en posant vos questions, mais pour le moment, je n'aperçois aucune main levée. Peut-être que lorsque nous répondons aux questions qui ont été écrites dans la boîte de dialogue, vos différentes préoccupations ont trouvé solution. Donc, merci beaucoup. N'hésitez pas à poser vos questions et nous allons continuer à les répondre. Nous passons à la présentation suivante qui sera faite par Dr. Ambrose sur le point focal national. Il est important de connaître ceci et voir dans quelle mesure ceci prend en compte les nouvelles recommandations. Vous avez la parole, Dr. Ambrose. Merci beaucoup, Myriam. Et je serai assez bref. Je pense que j'ai un petit souci avec ma souris. Prochaine minute, je parlerai du, du point focal national, un aperçu du cadre opérationnel. Prochaine diapositive. Dans un monde interdépendant et interconnecté, nous avons des opportunités pour faire face de façon assez rapide aux situations urgentes que nous rencontrons et même celles qui ont un impact international. Le prochain diapo, s'il vous plaît. Il y a certains principes dont nous avons l'habitude de parler. Euh, il est important de limiter, euh, il est important de limiter de faire en sorte que la maladie ne se répande pas à l'international, que tous les dangers soient contenus. Prochaine diapositive. Et j'aurais surtout souhaité éviter certains commentaires. Beaucoup pensent que il s'agit d'un nouveau programme. Ce n'est pas le cas, mais je pense que celui-ci est censé nous aider. Euh, on parle ici des meilleures pratiques que nous pouvons prendre sur le plan national ou international et mettre en œuvre. Prochaine diapositive. Vous pouvez passer à la prochaine. J'ai parcouru ceci précédemment et je pense que à ce niveau, nous sommes à l'article 4 et ceci a été amendé. Donc, le RSI du point focal national est très intéressant. Vous pouvez passer à la diapositive suivante parce que nous avons parlé de ceci pendant ma précédente présentation. Est-ce que vous pouvez passer à la diapo suivante, s'il vous plaît? Donc, j'aimerais vous rappeler que à ce niveau, la coordination de secteurs multiples pour ces fonctions de suivi sont assez importantes parce que j'aimerais qu'on passe à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Suivant. Oui, à ce niveau, voici exactement le cadre politique. Vous pouvez apercevoir les articles qui sont
utilisé dans le cadre de point focal national. Nous sommes censés travailler avec différents secteurs, les ministères, les, les, les- les- le secteur environnemental et bien d'autres. Et par la suite, nous devons notifier l'OMS. Mais lorsque un événement a déjà été déclaré comme étant une urgence nationale ou internationale, ou une pandémie, une urgence pandémique, les recommandations qui se trouvent dans l'article 15 et dans les articles 15 et 16, nous pouvons les appliquer. Voici la situation actuelle. Le, le RSI MEF a prévu une façon de résoudre ce problème. Prochaine diapositive. À ce niveau, pour cette diapositive, nous avons déjà parlé du contenu de cette diapositive. Prochaine, s'il vous plaît. La, les étapes de gestion des événements. Donc, tout d'abord, nous avons un dépistage initial, un tri qui est fait, des rapports formels, des vérifications. Donc, vous devez mettre tout ceci ensemble et faire ce qu'on appelle un inventaire pour gérer les risques et le disséminer, le vulgariser. Mais à ce niveau, il s'agit là du cadre qui est mis en place. Les informations à ce niveau sont euh, de faire un inventaire, une gestion d'inventaire et évaluer la situation. Donc, prochaine diapositive. Donc, les décisions peuvent se prendre au niveau du pays. J'ai quelques soucis avec mes diapositives. Je pense que c'est celle-ci. Donc, c'est soit il n'y a pas d'action ou alors il s'agit d'une action de santé publique, c'est-à-dire nationale ou internationale, ou alors un partage d'informations. Il s'agit là des différents canaux que vous utilisez pour dire information. Passez à la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, le RSI MEP travaille comme un moyen de coordination. Il ne remplace pas du tout les arrangements multilatéraux et bilatéraux qui ont été mis en place. C'est juste un mécanisme pour venir en aide aux capacités de surveillance des États avec des notifications opportunes. Parce que lorsqu'une notification est envoyée, vous pouvez vérifier. Donc, au niveau du point d'entrée, vous pouvez faire ce qu'on appelle une communication communautaire. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Quels sont les bénéfices qu'on peut avoir lorsqu'on parle d'un réseau de RSI? On peut parler d'une façon assez efficiente que peuvent utiliser les pays pour communiquer sur les questions d'information de santé, mais vous pouvez également avoir une idée globale. Vous pouvez vous servir des points focaux nationaux pour avoir un système fiable et effectif. Donc, vous avez une liste des points focaux nationaux disponibles qui peuvent vous donner les informations mises à jour. Donc, prochaine diapositive, lorsque la RSI a été conçue en 2005, il y avait eu un développement d'un outil pour la mise en œuvre de la législation nationale, tout comme un guide du RSI, mais également il y avait ce que nous avons appelé les fonctions additionnelles. Donc, celles-ci mettez en œuvre les fonctions que j'ai citées supra et également les fonctions additionnelles que je viens de mentionner. Donc, prochaine diapositive, je, maintenant, je parlerai des fonctions additionnelles, optionnelles ou élargies qui peuvent être faites par le point focal national.
Il y a quelques diapositives en rapport avec ceci. Donc, en sus des fonctions obligatoires, nous pouvons avoir d'autres fonctions. Prochaine diapositive. Certaines de ces fonctions sont par exemple, de s'engager dans une évaluation de risque collaboratif avec l'OMS au regard des événements de santé publique. Donc, si ceci n'est pas fait, il doit avoir un organisme ou un centre qui se charge de faire cela. Et également, nous devons mettre sur pied des co-compétences ou des co-capacités. Il ne s'agit pas à ce niveau de la fonction du NFP, du point focal national, mais euh, il peut tout de même coordonner les réponses urgentes entre autres. Et ce n'est pas là la fonction principale du point focal national. Il peut tout de même prodiguer, mettre à disposition des conseils donner des conseils aux responsables en charge de la santé et aux responsables gouvernementaux, par exemple. Donc, il le fait, le point focal peut le faire, mais ce n'est pas une fonction obligatoire pour sa part. Donc, la coopération avec l'OMS pour fournir un soutien aux programmes d'intervention qui vont prévenir les réponses qui vont intervenir au niveau faire en sorte que les épidémies ne soient pas répandues. Mais à ce niveau, euh, toutes les mesures prises doivent être mises en œuvre par certaines autorités. Donc, nous avons mis sur pied des points focaux, mais la nature multisectorielle de ces activités nous pousse parfois à redéfinir un peu les fonctions de chacun. Prochaine diapositive. Il existe plusieurs implications pour ce qui est de la fonctionnalité du RSI sous l'article 4. Et j'aimerais parler de ceci parce que nous en parlerons également la semaine prochaine. Chaque État partie devra désigner ou mettre sur pied, en accord avec les lois nationales et le contexte national, une ou deux entités pour servir l'autorité RSI nationale et le point focal RSI national. Et celle-ci devrait continuer à être à servir ou à être à disposition des responsables au sein de la juridiction concernée. Donc, donc, il y a des fonctions additionnelles supplémentaires dont vous devez déterminer l'agence qui sera en charge. Cela peut être la même chose ou nous pouvons les séparer, mais à cause de la nature quelque peu compliquée du RSI, cela sera quelque peu difficile. Bon, je préfère m'arrêter à ce niveau, mais nous irons plus en détail et nous allons parler des autorités nationales et quel est le lien avec ces autorités nationales et les autres. Donc, n'hésitez pas à consulter les annexes pour davantage d'informations. Merci. Merci beaucoup, collègues. Dès à présent, nous passons à une autre session questions-réponses. Si vous souhaitez poser une question, n'hésitez pas à lever les mains. Pendant ce temps, je demanderai aux membres d'équipe de répondre aux questions en direct. Il y a une question intéressante ici qui demande pourquoi est-ce que nous avons besoin des autorités
RSI, lorsqu'il y a une autorité qui contrôle déjà la mise en œuvre de ce projet. Pourquoi est-ce que nous avons besoin d'une autorité au plus haut niveau de l'échelle? Je pense que le problème ici, c'est que si vous observez un peu ce qui s'est déroulé dans la plupart des pays, eh bien, les pratiques en place actuellement affectent les RSI. Et la plupart des pays n'ont pas désigné des centres responsables de ces fonctionnalités-là. Et donc, après évaluation, nous évaluons justement où est-ce se trouvent les NFP. Nous nous demandons où sont les centres de NFP. Et ensuite, je pense que la recommandation du groupe de travail principal est qu'à ce moment, la plupart des NFP, RSI, sont très basses en termes de mise en œuvre de RSI. Et donc, il faudrait établir une plateforme pour favoriser cette mise en œuvre-là. Et c'est pour cela que les États membres ont établi ou ont mis en place une autorité pour mettre en œuvre les RSI afin de pouvoir aussi par la même occasion co-organiser les NFP. Cependant, vous pouvez laisser les choses telles qu'elles sont actuellement et désigner une autre autorité pour représenter ou intervenir en tant qu'autorité RSI. Ce pourrait être une division établie sur un plan multisectoriel, mais c'est une décision reste la vôtre, afin de pouvoir élever les autorités nationales. Alors, je pense que Mary n'est pas avec nous. Je pense qu'elle est partie, elle s'est déconnectée. Est-ce que vous pouvez nous entendre, Mary? Alors, le problème principal ici, c'était de justement élever le niveau des autorités RSI afin d'influencer ou d'impacter sur la mise en œuvre des RSI à une échelle plus large. Tel que nous aborderons justement ce point dans la prochaine session, la semaine prochaine, sur les amendements. Nous avons ici une question sur les méthodes complémentaires ainsi que les, l'implémentation. Alors, la question demande, demande où, à quel niveau intervient le contrôle des médicaments. Pendant que vous réfléchissez sur cette question, je reviendrai à vous. La prochaine question demande si le pays partage toujours des informations sanitaires avec l'OMS. Bien sûr, parler des États-Unis. Alors, nous pouvons dire qu'en tant que pays qui met en pratique les obligations de l'ASR 2005, eh bien, ils sont contraints de respecter leurs obligations afin de collaborer avec les autres pays, de partager les informations et tout ce qui vient avec. Je pense que nous allons nous arrêter là. Oui, vous avez raison parce que les États-Unis ont adopté les RSI en 2005
ce qui a conduit aux négociations pour l'amendement. Et je pense que c'est toujours obligatoire. Ils ont décidé de se retirer de ce programme, mais ils peuvent toujours demeurer signataires de ce, ce programme, tel que le Vatican et d'autres pays. Mais ils restent toujours impliqués dans ce cadre. Alors, pour les médicaments complémentaires, je pense qu'il y a un problème quant à l'accès des produits de santé adéquats. Mais si les médicaments complémentaires sont trouvés ou encore, euh, je pense que nous abordons ce problème, les uns et les autres peuvent utiliser différentes approches, mais nous avons un mécanisme qui nous oblige à aborder le problème avec des méthodes pour les cas d'urgence. Cependant, je pense que des mécanismes peuvent être mis en place pour nous assurer que ces produits-là peuvent répondre aux urgences pandémiques. Vous voyez que le cas de la COVID-19 a contraint les uns et les autres à avoir recours à des produits qui, nous le pensions à l'époque, ne fonctionnaient pas. D'accord, docteur Michael, j'espère que vous êtes toujours en ligne. Il y a une question qui me demande s'il y a un mécanisme de contrôle contrôler pour contrôler la création de NFP ainsi que l'opération de 24 heures d'un État membre. Merci, docteur Myriam. Oui, il y a un mécanisme de contrôle mis en place qui fonctionne selon les standards procurés par l'OMS. Et chaque année, les NFP, ainsi que les parties prenantes, se consacrent à ce contrôle-là. Et je pense qu'au fil des années, le NFP a rempli ses obligations. Je pense qu'il faudrait plutôt élargir l'échelle à laquelle les informations sont collectées et également approfondir les recherches sur ce qui a été découvert et faire en sorte de nous assurer que les informations collectées soient, puissent être utilisées. Vous devez également savoir que l'OMS a tenu des réunions avec les points focaux nationaux pour apporter plus de connaissances et de savoir sur les défis. Et donc, oui, nous contrôlons le l'établissement de ces points focaux-là. Ensuite, nous avons une question sur les secteurs. Quels sont les secteurs où les ministères euh, des points focaux nationaux, où est-ce que ces secteurs-là devraient être situés? Je pense que tel que M. Ambrose l'a mentionné, il en revient de la décision du pays. Mais beaucoup ont voulu euh, que cela se situe au ministère de la Santé à cause des différents problèmes reliés au RSI, mais également afin que nous soyons dans une position adéquate pour pouvoir conduire nos activités multisectorielles, car il y a de nombreux secteurs qui contribuent énormément à la mise en œuvre des RSI. Oui, Mathieu, s'il vous plaît, poursuivez et répondez à cette question si vous avez quelque chose à ajouter. Mathieu, je vous en prie, à vous. Alors, juste pour rajouter de l'eau à votre moulin, nous avons des médicaments
qui peuvent être utilisées comme alternatives, qui n'ont pas été précisément mentionnées dans les règlements des règlements sanitaires internationaux, cependant qui interviennent dans le cas de pandémie et qui sont en développement actuellement, surtout pour les produits sanitaires liés au cas de pandémie. Et je pense qu'il y aura il y aura plus ample de détails dans les sessions à venir. Je vous remercie. Merci. Alors, je vois une question dans la boîte à questions sur la création de l'autorité nationale qui pourrait peut-être rendre les NFP peut-être redondants. Alors, je dirais simplement que la plupart des NFP ont toujours été dans le ministère de la Santé et ont également rempli les rôles complémentaires de nombreux pays. Mais je vous donnerai quelques exemples tels que l'Allemagne, dont le point focal national est le ministère des Affaires, je suis au ministère des Affaires étrangères. Je pense que certaines personnes disent que si les NFP ont euh, les NFP ont des rôles, des fonctions obligatoires, eh bien, forcément, le pays a un rôle crucial à jouer car c'est au pays de désigner et faire en sorte que les autorités nationales de RSI pourraient peut-être complémenter le rôle des NFP et surtout travailler de façon complémentaire avec les NFP. L'objectif ici n'est pas de rendre la fonctionnalité de l'NFP redondante. Bien, merci. Alors, nombreuses réponses ont été apportées à vos questions. J'ignore si les uns et les autres ont des problèmes ou des difficultés à lever leur main. Mais est-ce que Mary est avec nous? Ah, toutes mes est-ce que je voulais m'adresser à Amarachi. Est-ce que vous, vous les avez instruits sur la manière dont ils peuvent lever la main sur la plateforme et réagir? Parce que vous avez en bas de votre écran là, réagir et ensuite vous cliquez dessus, vous pouvez voir la main levée. Nous avons encore 5 minutes avant de fermer cette séance. S'il n'y a plus de questions, je pense que nous avons de nombreuses questions que j'estime répondues déjà. Mais si vous estimez qu'il y en a qui n'ont pas été déjà, qui n'ont pas déjà trouvé réponse, eh bien, faites-nous le savoir. Et tel que je le disais, alors les RSI sont en train d'être finalisés et seront partagés avec les pays plus tard. Alors, cela a été déjà partagé, peut-être euh, la version préfinale qui a été partagée en mai, je pense. Et nous avons également d'autres mesures qui seront mises en vigueur le 19 septembre et les pays devraient désigner une agence en tant que point focal national et en informer l'OMS d'ici là afin que les échanges puissent débuter. Il semblerait que nous ayons des questions encore. Oui, nous avons envoyé des lettres aux points focaux nationaux pour les mettre au parfum de l'implémentation ou de la mise en œuvre des RSI. Cependant, certains estiment que nous avons des problèmes de communication avec ceux-là qui ont
qui communique avec certaines personnes qui ont quitté les organisations il y a de cela un moment. Donc, je vous en prie, faites cela. Je pense que, tel qu'Ambrose l'a mentionné tout à l'heure, il y a une comité pour le contrôle et la, euh, il a indiqué que les mécanismes mis en œuvre à ce moment-là convenaient parfaitement aux besoins. Et donc, c'est clair ici que les pays doivent tous adhérer aux régulations, aux règlements RSI. Dans la version amendée, il y a un comité qui a été mis en place justement pour contrôler cette mise en œuvre. Et nous aurons également un poste de contrôle qui attirera l'attention des États membres sur les points clés. J'ignore s'il y aura des actions punitives entreprises. Je pense qu'il en va beaucoup plus de les considérations diplomatiques. Ben, un comité de contrôle est mis en place. Très bien. Il semblerait que nous n'ayons plus de main levée. Alors, nous espérons que nous avons répondu à toutes les questions. Je pense qu'il y avait une question de la République centrafricaine. Je pense que celle-là, nous essayerons d'y apporter réponse à l'aide de l'équipe régionale de l'OMS. Nous serons certainement en mesure de vous revenir par rapport à cette question. Alors, j'ai essayé de faire un résumé de ces questions-là à l'aide de Google Translate, mais il semblerait qu'il y ait eu quelques complications. Le dernier commentaire, alors, il est vrai que cela dépendra des contextes de chaque pays, surtout pour les autorités de RSI, mais est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ceux-là qui peuvent euh, prendre en charge ces deux rôles-là sans qu'il n'y ait de conflit d'intérêts? Alors, je pense que pour les pays qui ont établi un institut de santé publique, eh bien, le rôle des NFP restera ce qu'il a toujours été, car c'est ce qui a été quand même dans le contrat rapporté à l'OMS. Mais si nous observons également la mise en œuvre des RSI, du contrôle ainsi que du cadre des RSI, si nous avons un institut de santé publique ainsi qu'un centre d'opération d'urgence, je pense que nous devrions nous hâter à désigner, en fonction de nos contextes, nos points focaux et afin de pouvoir à notifier l'OMS. Car si une évaluation des NFP intervient, est mise en œuvre, alors il faudrait une notification. Donc, on va faire l'effort avec le manuel euh, des points focaux. En réalité, il devrait y avoir un cadre réglementaire pour mettre cela en œuvre. Je pense que l'on ira au cas par cas.
Parce que dans certains cas, cela pourra être facilement applicable. Dans d'autres, il faudrait prendre d'autres mesures. Euh, Nous avons deux réactions dans la fin des discussions, des personnes qui ont levé des mains. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole si, à lever la main, pardon, si vous voulez prendre la parole avant que nous ne puissions passer à la clôture. Je vais donc, s'il n'y a pas d'autres réactions, je m'en vais passer la parole à Mohamed. Merci infiniment, docteur Myriam et docteur Ambrose. Je pense avoir répondu à toutes les questions venant des collègues. Le sujet de discussion était tout à fait important, non seulement pour le RSI en général, pour les amendements, pour les fonctionnalités, pour les points focaux, sur l'autorité nationale RSI, sur le cadre d'évaluation et de suivi du RSI. Je pense que dans ma présentation, j'ai parlé d'un point très important qui n'est autre que le cadre de suivi et d'évaluation du RSI qui devait être mis en œuvre par chaque pays. Il ne s'agit pas uniquement de connaître les lacunes qui sont présentes en matière d'en œuvre du RSI, mais il s'agit principalement de procéder à à la mobilisation des ressources. C'est un point très important, notamment au courant des 2 dernières années en raison de la baisse des ressources de la part des bailleurs. Cette chute également a été justifiée par la crise de COVID-19. On a dû investir dans d'autres secteurs et on ne devrait pas oublier la réaction, les réponses que nous avons dû apporter à la crise de COVID. C'est très important de penser à la mobilisation de ressources pour soutenir de telles actions. Donc, c'est important de penser à ces bailleurs de fonds, notamment ces différents bailleurs. C'est pour ça que j'apprécie énormément l'initiative des collègues du Bureau régional d'Afrique qui porte sur les amendements du RSI, le RSI, ainsi bien d'autres. Nous avons vraiment besoin d'avoir une telle collaboration au niveau du bureau et régional également MRO. Merci infiniment pour toutes les questions qui ont été posées. C'est une session très intéressante. Merci Mohamed. Ambrose, avez-vous une remarque à apporter en guise de conclusion? Je crois que euh, on pourrait vraiment apporter une réponse. Parce que j'ai vu le JIE qui est un outil qui nous permet d'aborder un ensemble de questions. Mais disons que les, les amendements du RSI viennent compléter les mesures qui avaient été prises lors de la crise de COVID-19. Donc, bien sûr, on a précisé que tous les États partis qui ont des réserves devraient s'exprimer. On on a élaboré ce document sur la base des brèches qui avaient été observées pendant la crise de COVID. L'on pourrait également se pencher sur la relation entre les points focaux nationaux et les différents points de contact. Je pense que l'on devrait également procéder à une réactivation du réseau des points focaux. Ce serait important également. Il faudrait que les États membres s'engagent pour que l'on comprenne la raison d'être du RSI. C'est très important pour la suite des choses et pour que l'on évolue également avec ce programme. Merci. Cela nous mène donc à la fin de cette session. Avant de procéder à la clôture, je vais présenter les prochaines étapes. Permettez-moi de reconnaître ici le soutien des collègues qui n'ont pas peut-être pris la parole pendant cette session, mais qui ont participé à l'organisation de cette session. Permettez-moi ici de saluer la participation du docteur Gina Nukola, docteur Jesse, docteur Alan Impere,
Docteur Boukhare, qui est responsable de la formation. C'est lui qui était en charge même de la préparation de cette session. Docteur Mispal ING et enfin Docteur Michael qui a pris la parole dans l'équipe d'Afro. Pour ce qui est de l'équipe de MRO, nous avons Docteur Hamgad qui a donné les mots d'ouverture, Docteur Fatima, Docteur Madjou et Docteur Mohamed. Merci vraiment à ces personnels du Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale. Nous avons eu un ensemble de contenus. J'espère que nous avons répondu à toutes vos questions sur les points focaux nationaux RSI, sur le RSI, sur les principes, les différentes fonctionnalités et rôles. Si vous avez d'autres préoccupations, vous pourrez consulter ces ressources présentées à l'écran. Les liens, ils sont insérés, vous pourrez les voir. Nous avons d'autres ressources qui pourront apporter plus d'informations sur le RSI et ainsi que sur le cadre de suivi et évaluation du RSI. Vous pourrez pencher sur ces ressources, les lire afin d'être mieux préparé pour la prochaine session. Nous mettrons également à votre disposition les différentes présentations et les enregistrements afin de mieux vous outiller pour la prochaine session qui aura lieu la prochaine, la semaine prochaine. L'heure a été changée car euh, pour certains pays, 11 heures était une heure assez rapprochée. C'était un peu tôt pour certaines personnes. Donc, la semaine prochaine, nous aurons cette session le mercredi encore à partir de 14 heures. Et nous allons couvrir lors de cette session les amendements et les principes d'intégration contexte national. N'hésitez pas à lire ces différentes ressources afin de mieux vous outiller pour la prochaine session. N'hésitez pas à garder ceci pour cette session. Le RSI vise à protéger les personnes. Il ne s'agit pas juste des chiffres, il s'agit de la vie des personnes. C'est donc important pour nous d'essayer autant que faire se peut de nous activer pour la mise en œuvre du RSI. Nous devons voir les différentes polices, les dispositions, les principes directeurs, les lignes directives qui nous aident à prévenir les cas d'urgence et d'apporter une réponse effective en cas d'urgence de manière qui minimise le taux de mortalité et la transmission transfrontalière des maladies. Cela permet également de prévenir les pertes socio-économiques dues à ces différentes maladies. Et enfin, nous voulons vous inviter, mesdames et messieurs, à remplir ce formulaire d'évaluation post-atelier afin d'avoir un retour de votre part dans le but de nous améliorer pour les prochaines sessions et de mieux répondre à vos différents besoins. Sur ce, permettez-moi une fois de plus de vous remercier pour votre présence. Merci à tous pour votre participation active à ce séminaire ou webinaire. Hum, Permettez-moi ici de remercier tous les facilitateurs pour le travail abattu. Vous avez assuré le succès de cette rencontre. Nous sommes donc parvenus au terme de cette réunion et nous vous souhaitons à tous une bonne suite de la journée. Merci et bonne journée à tous. Merci. Merci.